Dans la vidéo précédente, on a parlé de la programmation fonctionnelle et on a vu que les expressions lambda sont une façon très élégante pour écrire les fonctions en Java. Et il y a un sujet qui est lié à la programmation fonctionnelle, qui est le sujet des structures de données immuables. Ça veut dire en Java, les objets qu'on crée, mais après la création, on ne les modifie plus. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je vais vous expliquer c'est quoi un side effect. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, l'expression lambda en Java sont de sucre syntaxique. Ça veut dire, comme les classes anonymes internes, ils peuvent modifier les membres d'une classe. Vous voyez ici un exemple. Ici, j'ai une expression lambda qui n'est rien d'autre qu'une classe anonyme avec une méthode. Et vous voyez cette expression ici fait deux choses. D'abord, bien sûr, il donne un résultat, mais il modifie aussi une variable qui est déclarée comme membre de la classe SideEffect. Ça veut dire que chaque fois que vous appelez cette fonction, ici, vous voyez ici, sum, le même membre sum est augmenté par 1, incrémenté par 1. Okay. Cette sorte de code, vous devez vraiment éviter parce que si vous avez une interface function et vous avez une expression lambda, moi, comme développeur, quand je vois ce code-là, ce que je m'attends, c'est que la fonction add qu'on a définie ici se comporte comme une fonction. Ça veut dire, si je utilise cette fonction plusieurs fois, avec les mêmes paramètres, j'obtiens, c'est ce que j'espère, j'obtiens le même résultat. Mais ce n'est pas le cas ici parce que j'ai ici incrémenté le sum. Ça veut dire chaque fois que j'appelle ma fonction add ici, même si j'utilise le même argument, j'obtiens un autre résultat. Okay? Et ça, on appelle ça un side effect. Un side effect, c'est un effet d'une fonction un effet supplémentaire, parce que normalement, la fonction bien sûr un effet, ça produit un résultat. Mais en plus, ce que cette fonction fait ici, il va changer le comportement de la fonction de la classe SideEffect ici. Et en général, si on fait la programmation avec les fonctions, on doit éviter cette sorte de choses. Okay? Mais maintenant, vous pouvez dire, oui, mais il y a parfois des situations où on veut changer quelque chose, non? Est-ce que c'est possible d'écrire des codes qui ne contient que des fonctions? Ça veut dire qu'il n'y a pas de side effect. Par exemple, disons on a une liste et on veut ajouter un élément à une liste. Bien sûr, ce qu'on attend, c'est que quand j'appelle la fonction la méthode addElement, que l'objet liste est modifié. Il y a maintenant un élément en plus. Okay. Est-ce que c'est possible d'implémenter une méthode addElement qui ajoute un élément à une liste sans modifier la liste? Et la réponse est oui. Et pourquoi? Comment on peut faire ça? Oui, la solution est un peu triviale, je veux dire. Si on ajoute un élément à une liste, au lieu de modifier la liste, ce qu'on fait, on crée une nouvelle liste. Okay. Ça veut dire que je pourrais écrire une fonction addElement qui, si j'ai une liste avec deux éléments 2 et 3, et j'ajoute un élément 4, ne modifie pas la liste qui existe déjà, mais me donne une nouvelle liste. OK, avec 3 éléments.
Bien sûr, ce n'est pas très efficace. Si votre liste contient déjà 1000 éléments et vous ajoutez un autre élément, ça veut dire que vous devez faire une nouvelle liste qui contient exactement la même chose que l'autre liste, mais un élément en plus. Mais c'est possible d'implémenter une liste efficacement dans une manière fonctionnelle, ça veut dire sans side effect. Okay? Et pour ça, je définis ici une liste, comme ça. C'est quoi une liste? Plus précisément, ce que vous voyez ici, c'est un élément d'une liste. Et un élément d'une liste a une valeur. Ok, ça c'est le contenu de l'élément. Et ici, c'est une référence à l'objet suivant dans la liste. Ok, ça veut dire maintenant je peux utiliser. Ah oui, pour indiquer qu'un élément est le dernier élément de la liste, je mets simplement null ici. Ok, comme next. Et avec cette classe, je peux construire des listes et ajouter des éléments à une liste sans modifier une liste existante. Et vous voyez un exemple. La première ligne techniquement construire un élément avec valeur 3. Mais on peut dire que c'est notre liste. Okay. Ça veut dire que notre liste est un élément avec valeur 3 et c'est le dernier élément de la liste. Okay. Ça veut dire que j'utilise cette classe pour les éléments de la liste, mais aussi pour représenter la liste elle-même. Okay. Ça veut dire que la première ligne, elle est simplement une liste avec un élément. Et maintenant, regardez ce que je fais dans la deuxième ligne. Attendez. Je prends la première liste et je construis une nouvelle liste avec valeur 5, un élément de valeur 5, et l'élément suivant est la deuxième liste. Okay. Vous voyez ce que j'ai maintenant? Ça veut dire que j'ai maintenant une liste avec des éléments 5, 3. Si je représente graphiquement, ça veut dire que la première liste est simplement un élément avec valeur 3 et next, null. OK. Et la deuxième liste, c'est quoi ça? C'est un élément avec valeur 5 et le next, c'est la première liste. Okay. Vous voyez, comme ça, j'ai obtenu une nouvelle liste avec deux éléments sans modifier la première liste. Et je veux continuer comme ça. La troisième liste, je construis un nouvel élément avec valeur 1. Okay, maintenant, je suis ici. Et le next de cet élément est la deuxième liste. Là. Vous voyez? Comme ça, j'ai obtenu une liste avec 3 éléments. Et je peux ajouter les éléments à la tête de la liste sans modifier les listes qui existent déjà. Okay. Les listes 1 et les listes 2 sont toujours les mêmes listes. Et cette sorte de structure donnée, on appelle ça une structure de données immutable, immuable. Oui. Ok. Et vous connaissez déjà des structures de données immutables. Par exemple, strings. Quand vous avez construit un string en Java, par exemple, hello, vous ne pouvez plus le modifier. Vous ne pouvez pas dire, ok, je veux remplacer le E par un I. Ce n'est pas possible en Java. En Java, les objets de classe string sont immutables. Ça veut dire, si vous voulez un nouveau string, si vous voulez modifier une string, vous devez construire un nouveau string. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cette liste-là? Je ne peux pas le modifier. C'est clair. Je ne peux pas remplacer un élément. La seule chose que je peux faire jusqu'à maintenant, c'est ajouter des éléments et construire des nouvelles listes. Mais ce que je veux faire aussi, d'abord, c'est clair. Quand je veux vraiment changer un élément, par exemple, je veux
remplacer, disons, je reviens à l'autre slide. Si je veux remplacer le 5 ici par un 6, je dois reconstruire la liste. Okay. Et voici, vous voyez le code pour une méthode qui prend une liste et qui remplace, oui, remplacer, ce n'est pas le mot correct parce qu'on ne remplace rien, on construit une nouvelle liste. Okay. Qui remplace la liste par une nouvelle liste où toutes les valeurs sont incrémentées par 3. Et vous voyez, c'est une méthode récursive. Si la liste est vide et on représente une liste vide par un null, okay, résultat est aussi null. Incrémenter une liste vide, c'est une liste vide. Okay. Si j'appelle increment avec une liste vide, j'obtiens une liste vide. Ok, ça c'est clair, j'espère. Et maintenant, si je veux incrémenter une liste où le premier élément a la valeur value, qu'est-ce que je fais? Incrémenter une liste où la première value, c'est créer une nouvelle liste avec comme valeur pour le premier élément la valeur du premier élément de l'autre liste originale, incrémentée par 3, et puis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi incrémenter le reste de la liste. Okay? Vous voyez, c'est une fonction récursive. Ça veut dire, comment ça marche? Disons, j'ai une liste comme ça. Incrémenter chaque élément de cette liste par 3, ça veut dire, je construis un nouvel élément avec valeur 1 incrémentée par 3. Okay. Et puis j'applique la méthode increment sur le reste de la liste qui est ici. Ça veut dire, on applique encore une fois, ça veut dire créer une nouvelle liste, un nouvel élément, l'élément 2 incrémenté par 3, et on répète. Okay. Avec le reste. Et c'est le 3. Comme le 6. Okay. Voilà. Attendez, je vais effacer. Maintenant, ce n'est pas une implémentation très efficace. Okay? Mais c'est une implémentation très facile à comprendre, mais ce n'est pas quelque chose qui marche très bien parce que peut-être vous avez déjà appris ça. On ne va pas discuter ça dans cette vidéo ici. Vous voyez, cette méthode increment est récursive, n'est pas Taylor recursive. Okay? Ça, c'est vraiment un problème pour la performance. Okay. Mais je vous montre encore une fois qu'est-ce que se passe exactement si j'essaie d'appliquer cette méthode sur une liste avec 2 éléments. Okay. On voit ça étape par étape. Okay. Si j'applique increment sur une liste avec les éléments 1 et 5, liste 1 et 5, ça veut dire on a un élément cons avec valeur 1 et un cons avec valeur 5. Et le deuxième cons n'a pas comme deuxième paramètre null, ça veut dire seulement le dernier élément de la liste. Okay. Et cons ici, ça veut dire j'ai un objet cons avec valeur x, avec le premier paramètre comme valeur, et le deuxième paramètre c'est le next. Et qu'est-ce que l'increment fait? Ça veut dire créer un nouveau cons et on applique increment sur le reste de la liste. Hein. Et si on répète ça, vous voyez, alors on crée encore une fois un nouvel élément, on applique increment sur null, et null, c'est comme j'ai écrit ici, c'est la fin, ça veut dire ça c'est le résultat. Ok? Ça c'est pour montrer un peu qu'est-ce qu'il se passe exactement dans la méthode increment. Ça veut dire, vous voyez, on peut définir des objets qu'on peut plus modifier après la création, et on peut utiliser ces objets pour créer des structures immuables, okay, comme ici la liste, l'immutable list. Et
Et ça veut dire, si on veut modifier quelque chose, on doit, bien sûr, créer de nouveaux objets. Maintenant, pour les exercices aussi ingénieux, vous allez voir, il y a plusieurs exercices ingénieux sur cette idée d'une liste qu'on peut construire, mais pas plus modifier après la création. Et sur ingénieux, une question est que vous devez implémenter une méthode map et une méthode filter. OK? Vous pouvez imaginer un peu d'explication. La méthode map prend comme paramètre une liste, bien sûr, et une fonction qui, disons, prend un int et produit un autre int. Et l'idée est que si je donne par exemple la fonction qui me donne x plus 1, le map prend la fonction et applique la map à chaque élément de la liste. Oui. Ça veut dire si j'utilise la méthode map sur cette liste-là, ce que j'obtiens, si ça c'est la fonction que je veux appliquer sur la liste, le résultat est ça. OK? Une autre opération qu'on voit souvent si on travaille avec des listes immuables, cette méthode filter, et aussi dans les exercices ingénieux, je crois on vous demande d'implémenter ça. Filter prend comme paramètre bien sûr une liste et une fonction, mais une fonction spéciale, un predicate, ça veut dire une fonction qui produit un boolean. OK? Et qu'est-ce que le filter fait? Il applique la méthode, la fonction ici, le predicate, à chaque élément de la liste. Et si le résultat est true, l'élément est gardé dans le résultat. Par exemple, si j'applique la méthode filter sur une liste avec 4 éléments ici, et mon predicate, ça veut dire ma fonction de filtrage, c'est x plus petit que 3, le résultat de filter est une nouvelle liste. Okay. Map et filter sont des fonctions, ça veut dire modifie pas une liste. Et vous voyez, j'ai gardé tous les éléments qui sont plus petits que 3. Okay. Et ce que je vous propose pour Ingenious, c'est d'abord, il y a un exercice, d'abord implémenter le map filter et la classe cons pour les listes qu'on ne contient que des valeurs int, et puis généraliser ce code. Ça veut dire écrivez des versions de map filter et cons qu'on peut utiliser pour travailler sur des listes qui contiennent aussi d'autres types, pas seulement int ou integer.